tous participants. OK, so, merci beaucoup pour participer à cet appel sur un sujet très important, l'utilisation de transferts monétaires pour le résultat nutritionnel. Il y a des jours, la publication médicale avec distribution globale, Lancet, a publié deux papiers très importants. Un sur l'impact de Covid sur la nutrition et un appel à l'action des 4 agences des Nations Unies, de FAO, le PAM, l'OMS et UNICEF pour assurer qu'il y a des actions concrètes pour considérer les besoins surtout des enfants et d'autres groupes vulnérables dans ce contexte de Covid. On avait déjà, avant de le Covid, il y a le cluster de nutrition suivait de proches plus de 30 pays qui avaient une réponse humanitaire. Maintenant, le numéro de pays que reçoit appui régulier du cluster sont devenus plus de 60. Et la situation ne donne pas l'impression d'améliorer très rapidement dans les prochains futurs. Alors pour nous, vraiment, le Covid et surtout ses effets, les effets socio-économiques sur l'état nutritionnel des enfants vont probablement à continuer dans les prochains mois et années. Et on sait déjà qu'on s'attend à peu près une augmentation de 6,7 millions d'enfants avec malnutrition aiguë dans les prochains 12 mois et une augmentation de la mortalité infantile d'à peu près 10 000 enfants de moins de 5 ans par mois pendant la même période. Et l'appel des 4 agences des Nations Unies demande qu'on on contribue à l'accès aux diètes plus saludables et de manière abordable, que soit moins cher avoir une diète adéquate. Aussi, c'est important d'investir pour améliorer la nutrition maternelle et des enfants et la réactivation des services pour la détection précoce et le traitement de la malnutrition aiguë. Le besoin de soutenir l'alimentation écolaire et assurer qu'il y a des mesures de protection sociale pour améliorer l'état nutritionnel. Vous voyez, toutes ces actions, les 5 actions plus urgentes qui sont proposées par les 4 agences des Nations Unies, tout peut être amélioré par les transferts monétaires, l'utilisation de transferts monétaires ou de vouchers. Et on doit essayer de s'assurer que les mesures en place soient déjà intégrées au niveau dans le moment de la planification. C'est toujours plus difficile d'attendre qu'il y a une crise et essayer d'identifier les opportunités pour utiliser les transferts monétaires. Et surtout avec la détérioration due au Covid-19, qui a un fort impact socio-économique, il y a plusieurs processus qui peuvent être améliorés par l'utilisation des transferts monétaires et des vouchers. Et c'est pour ça qu'on doit
améliorer notre connaissance de comment, où sont les opportunités pour utiliser ce moyen pour améliorer l'état nutritionnel des populations vulnérables et aussi s'assurer qu'il y a une analyse de base pour s'assurer que cette approche, ces approches sont incluses dans les plans de réponse, surtout maintenant au plan de réponse au Covid. Alors, le cluster est très heureux du travail qu'André va nous présenter dans 5 minutes et on va assurer notre soutien dans les prochains mois et pour s'assurer que s'il y a des questions au niveau des pays, en collaboration avec le GTAM, le groupe d'appui technique qui est lié par une collaboration entre UNICEF et World Vision. On va s'assurer que s'il y a des questions techniques ou des problèmes qu'il faut réviser pour s'assurer que ces outils sont utilisés dans votre pays, on est à votre disponibilité. Alors, merci beaucoup pour cette participation et à toi, André. Merci beaucoup, Stefano. Voilà, donc, bienvenue au lancement provisoire de la note d'information et d'orientation sur l'utilisation des transferts monétaires pour les résultats nutritionnels. C'est un long titre. Et juste quelques remarques avant de lancer dans la présentation. Donc, merci bien de vous introduire dans le chat pour ceux personnes qui n'en ont pas encore fait. Et si vous avez des questions concernant ce qui est présenté, s'il vous plaît, utilisez le Q&A. Vous voyez dans votre Zoom qu'il y a un box Q&A. Donc là, vous pouvez mettre votre question et puis après chaque session, on va prendre quelques questions pour discussion. Aussi, ce webinaire est enregistré et va être disponible sur la site web du GNC. Voilà. Donc, pour l'agenda, on a à peu près 80 minutes qui sont, oui, jusqu'à 80 minutes d'ici. Donc, je vais commencer avec une petite introduction, juste un peu le background de ce document et puis présenter la terminologie pour les transferts monétaires parce que c'est quelque chose qui peut-être n'est pas très clair pour toutes les praticiens de nutrition. Donc, c'est important d'avoir une compréhension de cette terminologie. Et puis, je vais vous présenter les deux parties principales du document. La première partie, c'est note sur les preuves, note d'information, qui est suivie par des questions et des réponses. Et la deuxième, c'est la note d'orientation. C'est plus concentré sur comment on peut introduire et utiliser les transferts monétaires dans la nutrition. Et puis, on va aussi jeter un coup d'œil sur les recommandations aux coordinateurs des clusters ou secteurs de la nutrition et aux praticiens de la nutrition à la fin, les recommandations qui sont incluses dans le document. Ce lancement s'appelle provisoire parce que le document n'est pas encore publié. Donc, le document est presque finalisé et va être publié sur le site web du GNC la semaine prochaine en anglais. Et puis, on va faire la révision, etc. et la traduction en français plus tard. Donc, pour ceux qui veulent le lire en français, il faut avoir un peu de patience. Voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais bien juste savoir qui est sur ce webinaire. Donc, je vais lancer un petit poll et vous pouvez choisir la option qui décrit mieux votre rôle actuel. Est-ce que vous êtes un coordinateur du cluster et du secteur, un praticien en nutrition,
un praticien de transfert monétaire ou quelque chose d'autre? Encore 10 secondes. Voilà. OK. OK, donc on a 2 coordinateurs, on a 4 praticiens, on a de nutrition, on a un praticien de transfert monétaire et autres. Ça, c'est bien et vous êtes tous bienvenus. Alors, introduction. Je crois que ce processus de développer un document qui décrit l'évidence et aussi donne des orientations, ça a commencé avec une reconnaissance du fait que les transferts monétaires peuvent favoriser les résultats nutritionnels. Certainement, dans le secteur de développement, on a beaucoup d'expérience utilisant des safety nets qui ont eu des impacts sur la nutrition. Et maintenant, dans les dernières années aussi, les humanitaires de plus en plus ont commencé de faire des projets et des études, etc. Le soutien de CashCap, qui fait partie du NORCAP, a commencé en août 2019. Et puis, un groupe de référence a été créé, composé par plus de 15 organisations qui ont soutenu le développement de ce document. Mais le résultat, c'est cette note d'information et d'orientation qui se base sur un examen des preuves et des pratiques, sur des entretiens avec des informateurs clés, sur 2 études de cas de la Nigeria et Somalie, et qui cible le secteur de nutrition vraiment. Donc, c'est vraiment le groupe ciblé par ce document, c'est les coordinateurs de nutrition et puis aussi les praticiens de nutrition. Alors, brièvement, la terminologie pour les transferts monétaires. Donc, transfert monétaire, c'est la fourniture des transferts d'espèces ou des coupons bénéficiaires ciblés. Ça peut être des individus, des ménages et aussi des communautés pour accéder à des biens et des services essentiels. Donc, c'est important de comprendre que les transferts monétaires, le terme inclut 2 modalités. C'est les transferts d'espèces et les coupons. Ce n'est pas la même chose. Mais ça se base évidemment sur des capacités de marché. Donc, il y a beaucoup de similarités. Mais c'est aussi important de comprendre que pas chaque fois il y a un transfert d'argent que ça constitue un transfert monétaire. Par exemple, un paiement d'incitation pour les volontaires ou les agents de santé communautaires, ce n'est pas considéré comme un transfert monétaire parce que ce ne sont pas les gens qui sont ciblés par notre intervention. Les paiements aux institutions, par exemple, à des écoles pour school feeding ou à des centres de santé, c'est aussi pas considéré comme des transferts monétaires. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais on compte pas comme transfert monétaire. Et là, juste pour un aspect important, les transferts monétaires dans la nutrition, ça peut être des individus. Donc, si on cible vraiment des individus avec un transfert ou un transfert d'espèces ou avec un coupon, ou des ménages. Et j'ai vu quelques exemples aussi où on cible des communautés. Voilà. Et puis, dans la conception, il est important de faire une différence entre les interventions sectorielles et les interventions qui ciblent des besoins dans plusieurs secteurs. Donc, c'est vraiment les besoins de base. Et là, on parle souvent des transferts monétaires à usage multiple qui vraiment laissent beaucoup de liberté à les gens de décider comment ils veulent dépenser leur argent.
Et une autre différenciation importante, c'est entre inconditionnel et conditionnel. Conditionnel, ça veut dire que les bénéficiaires doivent faire quelque chose, une certaine activité, avant de recevoir l'assistance. Et dans la nutrition avec le cash, on a deux conditions qui sont assez souvent utilisées. Une première, c'est la condition d'assister aux services de santé pour des services spécifiques. Et une deuxième, c'est la participation à des activités de CSC, c'est le changement social et de comportement. Donc, tout ce qui concerne le IYCF, éducation sur l'alimentation, etc., etc. Donc là, on trouve souvent des conditions dans les programmes, dans la pratique. Et puis, une autre différenciation importante, c'est concernant l'utilisation. Donc, on parle de restrictif et non restrictif et de vraiment simplifier. Non restrictif, c'est des transferts d'espèces. Donc, si vous donnez quelqu'un d'argent, à la fin, la personne va décider comment le dépenser. Et puis, vous pouvez certainement ajouter des activités, par exemple le CSC, pour être sûr que, ou pour assurer que l'argent est dépensé dans, par exemple, la nutrition. Mais à la fin, c'est la personne qui va décider. Et puis, vous avez des transferts restrictifs. Là, par exemple, les coupons, on considère comme restrictifs. Évidemment, aussi les transferts en nature ou provision de services. Et dans la provision de coupons, on a deux options principales. Les coupons à valeur qui ont une valeur monétaire et on peut dépenser cette valeur dans des magasins qui sont identifiés par le programme sur des produits qui sont identifiés par le programme. Donc, par exemple, un coupon à valeur pour les aliments frais. Là, les personnes peuvent peut-être décider entre 10 ou 15 différents produits frais, mais ils peuvent choisir à la fin quels produits ils veulent acheter. Avec un coupon à valeur marchandise, c'est commodity voucher en anglais, là, vous n'avez pas de choix. Donc, ça, c'est un peu comme l'assistant en nature, mais vous recevrez l'assistance dans un magasin. Donc là, vous recevrez quelque chose qui est défini par le programme et vous n'avez pas de choix. Donc, même dans les coupons, il y a des différentes options pour donner du choix ou restreindre le choix. Et puis, dernièrement, les mécanismes de distribution. Donc là, vous avez aussi plusieurs options pour les transferts d'espèces et une différenciation entre les monnaies électroniques, donc, par exemple la monnaie mobile, les monnaies qui est données sur des cartes bancaires, etc. Et les paiements directs. Les paiements directs, ça peut être directement, par exemple, l'argent dans une enveloppe, ou ça peut être aussi si vous allez, par exemple, à la banque, vous pouvez vous identifier et puis vous recevrez l'argent au guichet, donc over the counter. Ouais. Ça, c'est aussi un ensemble pour les paiements directs. Et puis pour les coupons, c'est normalement les coupons papier ou les coupons électroniques. Pour les coupons électroniques, on a plusieurs options, des soft and hardware solutions qui donnent la possibilité de mise en place des coupons électroniques. Donc ça, c'est vraiment la terminologie clé pour les transferts monétaires. Important d'être clair que la conditionnalité, ça n'a rien à faire avec comment les gens dépensent l'argent. Donc, c'est vraiment ce qu'ils doivent faire pour être assistés. Et puis, si c'est transfert d'espèces, il y a un choix aux ménages ou aux individus qui ont reçu l'argent
avec un coupon, c'est plus restreint. Ouais. Très bien. Donc, on commence avec la première partie, la note d'information sur l'utilisation des transferts monétaires. Et on commence évidemment avec le cadre conceptionnel pour la nutrition, la malnutrition. Et là, vous voyez, c'est en fait la version qui était updated dans le dernier State of the World Children Report de l'UNICEF. Ouais. J'aimerais bien juste vous expliquer un peu les manières comment les transferts monétaires peuvent avoir un impact sur les facteurs, certainement sur les facteurs sous-jacents de la nutrition ADK. Donc, le premier, c'est les transferts monétaires permettent aux ménages et aux individus d'acheter des biens et d'accéder à des services qui peuvent avoir un impact positif sur la nutrition de la mère et de l'enfant. Là, vous avez par exemple l'alimentation saine, tout ce qui est lié à préparer l'alimentation, les produits de hygiène, l'eau potable, les services de santé, les services de transportation pour accéder à les services de santé ou à des marchés, etc. Il y a plusieurs dépenses qui peuvent vraiment avoir un impact sur les facteurs sous-jacents de la nutrition. Deuxièmement, si vous faites un programme conditionnel, donc les transferts monétaires conditionnels peuvent être un attrait pour participer aux activités de changement social et comportement, et aussi aller aux services de santé prioritaires gratuits. Donc là, vous pouvez améliorer l'accès à des services prioritaires qui ont un impact sur la nutrition des mères et des enfants. Et puis, dernièrement, souvent, on a observé que l'augmentation des revenus de ménage qui vient avec un transfert monétaire sur quelques mois ou d'une duration définie, que cette augmentation peut réduire les tensions au sein du ménage, les pressions économiques dans le ménage, renforcer le pouvoir de décision des femmes, et aussi améliorer la santé et le bien-être du soignant, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs positifs qui sont liés au fait que le ménage a, pour une certaine duration, plus d'argent disponible. Ouais. Et là, on a aussi de plus en plus preuve que c'est quelque chose qui ne marchait pas dans tous les cas, mais la direction générale, c'est que les transferts monétaires ont un impact positif dans ces domaines que j'ai décrits. Ouais. Très bien, donc ça, c'est vraiment les trois manières principales. Donc, les transferts monétaires normalement, ils ne impactent pas directement les facteurs immédiats. Donc, ça, c'est quelque chose d'important de comprendre. Voilà. Maintenant, je vais introduire un autre concept qui est très important dans la discussion aussi des opportunités d'utilisation des transferts monétaires pour la nutrition. Ça, c'est lié à les obstacles de l'offre et de la demande pour une nutrition adéquate. Et je vais vous expliquer juste comment ça fonctionne. Hein. Donc là, vous avez par exemple le facteur sous-jacent, l'alimentation adéquate, donc la sécurité alimentaire plus ou moins. Et vous avez sur le côté de la demande, vous avez plusieurs obstacles qui sont liés à atteindre une alimentation adéquate. Par exemple, la connaissance et les compétences insuffisantes en matière de préparation des régimes alimentaires nutritifs, par exemple. Ou un autre exemple, c'est les marchés ne sont pas accessibles en raison de la distance, sécurité, etc. Et c'est juste une sélection des barrières. Mais vous avez aussi des obstacles qui sont économiques. Hein. Par exemple, un régime alimentaire nutritif ou sain
et les choses que vous avez besoin de préparer l'alimentation sont inabordables. Donc, les gens n'ont pas assez d'argent pour les acheter. La même chose avec les transports vers les marchés ne sont pas abordables. Donc là, vous avez des obstacles économiques qui dans certains contextes, sont importants. Et là, les transferts monétaires peuvent faire une différence. Et puis, vous avez aussi des obstacles liés à l'offre. L'offre, c'est vraiment, par exemple, au niveau de l'alimentation. Un des cas, la disponibilité et la qualité insuffisante des aliments sains et nutritifs sur le marché local. Ça, c'est par exemple un obstacle aux côtés de l'offre. La même logique s'applique pour nourriture et soins adéquats. Donc, le deuxième facteur sous-jacent. Et là, juste pour vous donner un exemple, les connaissances et compétences insuffisantes en matière de soins et de préparation d'aliments complémentaires au niveau des ménages et au niveau des soignants. Donc, ça, c'est un obstacle qui est lié à la demande, mais vous avez aussi là des obstacles, des barrières économiques. Par exemple, la préparation d'aliments complémentaires n'est pas abordable, ou aussi un manque de temps des soignants pour une alimentation et des soins optimaux en raison de pression économique. Donc, les soignants n'ont pas le temps parce qu'ils doivent travailler, de vraiment s'occuper idéalement de leurs enfants. Et au côté de l'offre, par exemple, vous avez des services de ANGE, donc IYCF, et le soutien aux soins adéquats, par exemple, les services de santé, les services de conseil de IYCF, les groupes de soutien aux femmes ne sont pas disponibles ou ne fonctionnent pas. C'est juste un exemple. Et dernièrement, la même logique s'applique pour l'environnement sain. Donc là, un exemple sur la côté de l'offre, vous avez le comportement inadéquat de recherche de la santé en raison d'une méconnaissance de la malnutrition, des croyances traditionnelles, etc. Et aussi là, vous avez plusieurs barrières économiques. Par exemple, l'accès et l'utilisation des services de santé ne sont pas abordables en raison des coûts directs et indirects. Vous avez des coûts d'opportunité liés à la recherche de services de santé et de nutrition qui sont jugés trop élevés. Donc, les gens, ils doivent travailler, ils doivent gagner de l'argent et ils décident qu'ils ne peuvent pas utiliser 2-3 jours pour rechercher des services qui pourraient soigner leurs enfants de la malnutrition, par exemple. Donc ça, c'est des coûts d'opportunité qui sont importants et qui peuvent aussi être adressés par les transferts monétaires. Et puis, les articles d'hygiène ne sont pas abordables, ou l'eau potable ou le traitement de l'eau n'est pas abordable. C'est le côté de... En fait, c'est la côté de la demande. Ce titre est pas correct. Et puis, lié à l'offre, vous avez les services de santé qui ne sont pas disponibles suffisamment ou qui ne sont pas d'une qualité adéquate. Ça peut être aussi des médicaments ou des fournitures, par exemple les aliments thérapeutiques et les équipements nécessaires aux services de santé maternelle et infantile ne sont pas disponibles, etc. Vous avez beaucoup de barrières sur les deux côtés. Vous avez sur la côté de la demande, vous avez des opportunités d'adresser ces barrières avec une approche transfert monétaire. Donc, les transferts monétaires peuvent aider à surmonter les obstacles économiques à une nutrition adéquate du côté de la demande. Ils ne sont pas vraiment efficaces de la côté de l'offre. Il y a quelques approches, par exemple, pour stimuler la production, si on travaille avec les producteurs des aliments, par exemple, ou aussi des coupons qui peuvent encourager les fournisseurs d'amener plus de produits, etc.
Mais principalement, les transferts monétaires, ils travaillent sur le côté de l'offre, de la demande. Et puis, quelque chose qui est important de comprendre, c'est les transferts monétaires, ils dépendent certainement sur la côté de l'offre. Donc, par exemple, si vous donnez de l'argent à quelqu'un pour obtenir des aliments sains sur le marché, mais les aliments ne sont pas disponibles, les transferts monétaires ne servent à rien. La même chose avec les services de santé ou de nutrition. Si vous donnez de l'argent pour les gens puissent accéder à ces services en payant les transports et les autres frais, là, si les services ne sont pas bien ou ne sont pas disponibles, les transferts monétaires n'ont pas vraiment un impact. Donc, ils dépendent sur les autres barrières, certainement. Et une compréhension de toutes les barrières est nécessaire pour juger si les transferts monétaires peuvent faire une contribution à une nutrition adéquate. Ça, c'est très important. Et c'est aussi la raison pour laquelle les transferts monétaires doivent être combinés avec des autres actions nutritionnelles, soit sensitives ou spécifiques, pour atteindre des résultats. Et si on seulement donne de l'argent, on ne peut pas vraiment expect que l'argent va automatiquement avoir un impact sur la nutrition. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, le document a fait un examen des études scientifiques et aussi des exemples opérationnels. Et basé sur cet examen, on a identifié 5 approches principales pour intégrer les transferts monétaires dans la réponse nutritionnelle. Exactement. Donc, je vais juste brièvement présenter les 5 approches et puis on va prendre quelques questions. Il est important de comprendre que ces approches peuvent être combinées avec les uns avec les autres et fait partie d'une réponse nutritionnelle plus large. Donc, c'est vraiment pas nécessairement des approches qui doivent être implémentées seules, mais c'est vraiment, ils peuvent être combinés et ils peuvent faire partie d'une réponse plus large. Ça, c'est important. La première approche, c'est utilisons les modalités de transfert monétaire pour l'aide aux ménages ou l'aide alimentaire individuelle. Ouais. Donc, les transferts monétaires peuvent être utilisés pour les deux composants. Donc, certainement, on a vu dans les dernières années que certainement au niveau des ménages, donc l'assistance à ménage, avec normalement nourriture ou non-food items, là, les transferts monétaires ont déjà remplacé beaucoup. Donc, ils peuvent vraiment être utilisés là. Et d'une perspective nutrition, c'est peut-être on a des opportunités avec les transferts monétaires parce qu'on a vu qu'ils peuvent être utilisés pour sur plusieurs barrières sous-jacentes. Donc, ça, c'est important. Mais en principe, ils peuvent aussi être utilisés pour l'aide alimentaire individuelle. Donc, ça veut dire principalement l'alimentation supplémentaire et l'alimentation complémentaire. Mais là, il y a quelques limitations. Comment on peut utiliser les transferts monétaires. Par exemple, si dans le traitement de la malnutrition, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de remplacer les produits spécialisés avec les transferts monétaires. Ce n'est pas une stratégie qui va fonctionner à cause de plusieurs raisons. Mais il y a des approches certainement dans la prévention pour utiliser les transferts monétaires dans l'aide alimentaire individuelle. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça va prendre, je crois, un peu plus de temps pour vraiment l'expliquer. Mais vous voyez tous dans le document. Et puis, les transferts d'espèces au ménage combinés avec
des aliments nutritifs spécialisés. Ça, c'est une approche qui est assez prometteuse et qui a bien marché dans quelques études, mais qui n'est pas encore très beaucoup utilisée dans la réponse humanitaire. Mais ça, c'est quelque chose qui vaudrait explorer un peu plus. Et un autre élément ici, c'est les bonnes expériences opérationnelles avec les coupons d'alimentation frais pour l'alimentation individuelle. Donc, on a vu beaucoup de programmes qui ciblent, par exemple, les femmes enceintes et allaitantes avec les coupons pour l'alimentation frais. Ça, c'est quelque chose qui a assez bien marché si c'est couplé aussi avec une assistance au niveau des ménages. Deuxième approche, c'est le couplage des transferts monétaires et de la communication sociale et de comportements spécifiques au contexte. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui a marché très bien dans la prévention de la malnutrition. En plusieurs contextes, il y a assez beaucoup d'expériences là qui est aussi soutenues par des études scientifiques qui ont trouvé que c'est une approche qui marche bien. C'est aussi les transferts monétaires peuvent renforcer en fait les messages qui sortent du CSS. Donc toutes les choses que les gens ils apprennent avec de l'argent, ils peuvent implémenter certaines informations. Donc il y a un aspect où les deux composants peuvent reinforce each other. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle les modalités de transfert monétaire, et c'est certainement les transferts d'espèces et les coupons de valeur qui visent à contribuer à des résultats nutritionnels doivent être accompagnés avec d'activités CSC spécifiques au contexte. Donc ça, c'est vraiment une recommandation programmatique. Toujours, si vous utilisez des transferts monétaires pour atteindre des résultats nutritionnels, il faudra planifier un compensant CSC dans le projet. Ouais. Mais il y a beaucoup plus de détails dans le document, mais je ne vais pas entrer dans ça. Et puis, troisième approche, c'est fournir les transferts d'espèces particulièrement conditionnels pour promouvoir la fréquentation des services de santé préventifs prioritaires et gratuits. Donc, il y a beaucoup déjà là dans cette partie. Donc, ça, c'est les conditional cash grants, donc les transferts d'espèces conditionnels, où les gens sont seulement assistés s'ils fréquentent une intervention de santé. Et prioritaire, ça veut dire que c'est les services de santé qu'on sait ont un grand effet sur la nutrition. Donc, certainement, par exemple, le post et antenatal care, les vaccinations, le suivi du growth, de la croissance, etc. Il y a plusieurs services de santé qui sont vraiment importants pour la nutrition. Et évidemment, ces services préventifs doivent être gratuits idéalement. Et là, si on donne certainement des transferts d'espèces au niveau de ménage, on a un double objectif. Donc, le premier, c'est vraiment améliorer la fréquentation, pas scolaire, mais la fréquentation à ces services de santé, mais aussi d'assurer un revenu au ménage qui peut être utilisé pour l'alimentation saine, pour des autres choses, etc. Là, il est important de prendre en compte qu'il y a des différentes façons de concevoir la conditionnalité. Donc, il y a par exemple des projets qui demandent que les gens enregistrent un service de santé, ou il y a aussi des conditionnalités qui sont liées à des visites. Donc, le premier, c'est évidemment plus simple. Donc, il y a seulement un enregistrement et après, les gens vont être inscrits dans le transfert monétaire. Et l'autre, c'est vraiment pour chaque visite, un paiement est donné. Ouais.
Et ça peut être, certainement, c'est plus de travail, mais ça peut faire sens si on a des visites qui sont très claires et un peu bien planifiées. Et aussi, le montant de transfert peuvent varier. Donc, il y a des projets qui basent le montant sur les coûts indirects, donc les coûts de transportation, etc. Mais aussi des projets qui basent leur montant sur les besoins essentiels de ménage, qui va contribuer à cet double objectif que j'ai mentionné. Très bien. Quatrième, c'est fournir des transferts monétaires pour faciliter l'accès aux services de traitement. C'est quelque chose qui est déjà fait assez fréquemment, mais qui est très peu documenté. Donc, certainement un besoin d'apprendre plus sur ces approches. Mais là, c'est vraiment, par exemple, au niveau de la referral. Donc, si un enfant est identifié avec la malnutrition et est directé à un centre de santé, de nutrition, les transferts monétaires peuvent couvrir les coûts indirects. Donc, c'est des frais de transportation, premièrement, mais aussi des frais liés à l'hébergement et la nourriture si la personne qui s'occupe de l'enfant doit rester avec lui. Donc, si l'enfant est hospitalisé à cause de la malnutrition aiguë sévère, là, les coûts qui pourraient venir rester avec l'enfant, etc., peuvent aussi être couvertes. Et dernièrement, c'est fournir des transferts d'espèces aux personnes qui s'occupent des enfants avec malnutrition aiguë sévère et qui amènent leurs enfants dans un centre de traitement. Donc là, il y a une étude dans la RDC où les transferts d'espèces ont vraiment amélioré les résultats de traitement. Et c'était vraiment des résultats très positifs. Mais en même temps, on sait que dans des exemples des projets qui étaient implémentés par des organisations humanitaires, il y avait des preuves anecdotiques d'incitation perverse. Ça veut dire que les soignants ont laissé ou fait leurs enfants mal-nourris pour accéder à l'assistance. Ouais. Mais comme je dis, il n'y a pas beaucoup de preuves, c'est vraiment anecdotique et on manque une compréhension un peu plus détaillée quel est le degré de ce problème. Donc là, il faudra vraiment investir de savoir plus. Il y a des mesures d'atténuation disponibles et c'est vraiment un risque qui doit être évalué avant le projet et surveillé dans l'implémentation pour tous les acteurs qui sont en train de planifier ou mise en place une approche comme ça. Donc c'est quelque chose qui promet des résultats bien, mais qui aussi inclut des risques assez importants. Voilà. Je crois que ça, c'est tout pour la note d'information. Donc, je vais consulter les questions et voir si on peut avoir une petite discussion. Alors, j'ai une question de Haman. Les transferts monétaires sont-ils déconseillés même dans la prise en charge de MAM ou juste chez le SAM? Donc, comme j'ai dit, les transferts monétaires comme un aspect complémentaire dans le SAM, comme je viens d'expliquer dans l'exemple ou l'approche 5, ce n'est pas nécessairement déconseillé. Il faut juste être très attentif aux risques, ouais, parce qu'on a vu qu'il y a des résultats bien, mais on sait qu'il y a aussi des risques assez importants. Donc là, ce n'est pas nécessairement déconseillé,
mais c'est quelque chose qui doit être planifié très bien. Ouais. Certainement, ouais, donc les transferts monétaires sont déconseillés en termes dans leur capacité de remplacer les aliments nutritifs spécialisés qui sont utilisés dans le traitement de SAM, par exemple, ou aussi dans le traitement de main. Donc, tout ce qui concerne traitement, les transferts monétaires sont déconseillés d'utiliser en termes de remplacer ces aliments nutritifs spécialisés. Ouais. J'espère que c'est clair. Puis, j'ai une autre question. Mohamed, bonjour, je voudrais vraiment que vous m'expliquiez le lien entre fréquentation des structures de santé et revenus des ménages. OK. Donc, donc il y a beaucoup des études sur ce sujet et aussi beaucoup de comparaisons entre des transferts inconditionnels et des transferts conditionnels. Donc, même avec un transfert inconditionnel, donc ça veut dire que le ménage a plus d'argent disponible, on voit souvent que que cette augmentation du revenu peuvent contribuer peuvent augmenter la fréquentation des structures de santé. Parce que les gens ont plus d'argent, donc ils peuvent adresser leur coût d'opportunité, ils peuvent payer pour le transport, etc. Mais avec une approche de conditionnalité, on ajoute encore un élément qui peuvent être bien pour augmenter la fréquentation. Donc, mais les deux approches, donc augmenter le revenu avec une approche inconditionnelle ou une approche conditionnelle, ils peuvent avoir un impact positif sur la fréquentation des structures de santé. Ouais. L'étude en DRDC a été menée dans quelle province? Quelles sont les organisations qui ont expérimenté? Donc, cette étude a été faite avec UNICEF et les organisations qui ont déjà eu des expériences avec cette approche, donc l'approche 5, qui donne des transferts d'espèces à des soignants qui amènent leur enfants mal nourris à un centre de traitement. C'est le CICR au Somalie, c'est UNICEF aussi en Somalie, c'est Action contre la faim en Nigeria. Donc, il y a peut-être 4 ou 5 exemples au moment. Et je sais en fait que UNICEF, au moment à la RDC, est en train de mettre en place un projet qui suit cette approche, mais je n'ai pas vraiment des informations additionnelles. Ouais. OK, très bien. Je crois que c'est aussi un bon moment pour continuer avec la deuxième partie. J'espère que c'était clair. Sinon, vous pouvez toujours me contacter. Puis, je vous conseille aussi de voir le document qui donne beaucoup plus de détails. Si vous pouvez lire en anglais, vous pouvez faire déjà la semaine prochaine. Sinon, il faut attendre jusqu'à ce que le document est disponible en français. Voilà. OK. Donc, on continue avec la note d'orientation sur l'utilisation des transferts monétaires dans la réponse nutritionnelle. Et là, vous voyez le cycle de programme humanitaire. Et je vais vous présenter un peu les étapes qui sont nécessaires dans la considération et l'utilisation des transferts monétaires dans la nutrition. Donc, ça commence avec étape numéro 1 qui est déterminer si les transferts monétaires peuvent contribuer aux résultats nutritionnels. Puis, étape 2, déterminer la faisabilité des transferts monétaires dans le cadre d'une réponse nutritionnelle. Troisièmement, déterminer et sélectionner les options et les modalités de réponse. Étape 4, c'est la conception du compensant des transferts monétaires. Et juste pour être clair, donc tout que j'explique, c'est vraiment focalisé sur les transferts monétaires. C'est pas toutes les étapes qui sont
nécessaire de mise en place un programme de nutrition, mais plutôt pour le compensant de transfert monétaire. Ouais. Je suis sûr que vous connaissez les étapes pour mise en place un programme nutritionnel beaucoup plus mieux que moi. Étape 5, c'est mise en œuvre de la composante transfert monétaire. Étape 6, le suivi. Et puis, on a quelques considérations transversales liées à la préparation, à la coordination, à la gestion d'informations et à l'analyse et atténuation des risques. Très bien. Alors, on commence avec étape 1, qui est liée à déterminer si les transferts monétaires peuvent contribuer aux résultats nutritionnels. Et là, le point d'entrée, c'est vraiment les obstacles économiques à une alimentation adéquate du côté de la demande. Donc, c'est exactement ce qu'on a discuté dans la partie 1. Donc, c'est vraiment la question dans quelle mesure le manque de pouvoir d'achat a-t-il un impact sur la capacité des ménages à accéder, à préparer des aliments sains ou nutritifs, à accéder aux services de santé, à avoir accès à l'eau potable, à améliorer les conditions d'hygiène, etc. Ouais. Et si c'est le cas, si c'est vraiment un obstacle important, on peut dire que les transferts monétaires, ils peuvent avoir un impact dans un programme plus large. Ouais. Mais comme on a déjà discuté, une compréhension globale de tous les obstacles du côté de l'offre et de la demande est nécessaire pour évaluer si les transferts monétaires ont un rôle à jouer. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre tout ce qui concerne la demande. Donc ça peut être économique, mais ça peut être aussi lié au comportement, aux connaissances des ménages, etc. Mais aussi au niveau de l'offre, donc les marchés, les systèmes, les services, est-ce qu'ils sont là et fonctionnels? Ouais. Donc, il y a des opportunités d'évaluer les obstacles économiques dans les outils d'évaluation nutritionnelle. Ouais. Donc évidemment, les outils pour l'évaluation nutritionnelle ne sont pas nécessairement, ils ne prennent pas nécessairement la perspective de vraiment explorer les obstacles économiques, mais quand même, il y a des points d'entrée d'observer des obstacles économiques dans plusieurs outils. Par exemple, analyse d'obstacles, le CAP Survey. On peut, par exemple, identifier des obstacles économiques aux pratiques souhaitables en manière de l'eau. C'est quoi le S? C'est le WASH, donc le EAH, de santé et de soins. Ouais. Le SQUEAK, par exemple, peut donner des informations sur les obstacles économiques à l'accès aux services de santé et nutrition, ouais, etc., etc. Je ne vais pas mentionner tous les outils, mais il y a plusieurs outils d'évaluation nutritionnelle où on peut déjà identifier des obstacles économiques importants. Mais là, il faut aussi être sûr que cette compréhension est complémentée par les évaluations des autres secteurs. Certainement la sécurité alimentaire, la santé et le WASH. Ouais. Et là, il y a beaucoup des outils qui sont vraiment beaucoup plus focalisés sur des aspects économiques et les barrières économiques au niveau des ménages, etc. Donc, c'est pas nécessaire que la nutrition fait toutes ces analyses, mais c'est vraiment important de travailler avec les autres secteurs pour obtenir une compréhension globale de tous les obstacles économiques et comment on peut utiliser les transferts monétaires pour les adresser. Ouais. Je vois qu'il y a 2 personnes qui ont levé leur main. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent
attendre. Je vous encourage de mettre vos questions dans le Q&A et puis on va regarder à la fin, si c'est bon. Deuxième étape, c'est de déterminer la faisabilité des transferts monétaires. Et là, il y a plusieurs aspects qu'il faut vérifier. Comme dans toutes les transferts monétaires, ce n'est pas nécessairement spécifique à la nutrition, mais certainement la capacité et fonctionnalité du marché. Et là, certainement, des questions clés. Donc, peut-on parvenir à un régime alimentaire nutritif et sain en utilisant les aliments disponibles localement? Ça, c'est vraiment clé. Et puis aussi, les biens nécessaires pour le wash, donc l'hygiène et l'eau, sont-ils ADK ou les produits ADK sont-ils disponibles sur le marché? Services de santé et transport aussi là, est-ce que les services de santé et de nutrition pertinents pour la prévention et le traitement de la malnutrition sont-ils disponibles et de qualité acceptable? Et aussi, si on planifie de donner des transferts monétaires pour accéder à ces services, il faut évidemment aussi vérifier les services de transport et s'ils sont disponibles pour accéder aux services de santé. Ouais. Mécanisme de transfert aussi très important parce qu'il faudra des mécanismes pour être sûr qu'on a un moyen de donner l'argent ou des coupons aux bénéficiaires ciblés. Ouais. Donc, existe-t-il un moyen sûr et fiable de transférer des espèces ou des coupons aux bénéficiaires? Et puis, au niveau de la communauté, il y a plusieurs considérations qu'il faut et plusieurs questions qu'il faut demander liées à la protection des données, à la préférence quant au moyen d'être assisté. Donc, quelle est la préférence de la communauté, comment ils veulent être assistés, risque de protection et considération de sécurité. Donc, si on donne un cash directement, ça peut être contribuer à des risques liés aux bénéficiaires qui sont importants, mais même au risque des équipes qui sont en train de faire les distributions, etc. L'accès au marché est très important, la prise de décision des ménages, donc c'est qui prend les décisions, c'est qui est peut-être plus, qui peut être ciblé par les transferts monétaires, etc. Les tensions éventuelles au sein des ménages et des communautés, c'est aussi quelque chose qu'il faut vérifier. Ouais. Donc ça, c'est des considérations communautaires. Donc, c'est extrêmement important que les communautés soient bien consultées avant de vraiment planifier des transferts monétaires. Pour vraiment savoir si c'est quelque chose qui est faisable pour eux, si c'est sécure pour eux, si on ne risque pas de créer des problèmes au niveau des ménages et de la communauté, etc. Et puis, des considérations supplémentaires, acceptation des autorités, très important, qui n'est pas toujours en donné. Et puis aussi les capacités d'organisation de mise en place, les transferts monétaires, les risques et aussi les coûts. Ouais. Voilà. Très important. Donc, les transferts monétaires, ça fait, dans l'année dernière, ça fait 20% du réponse humanitaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est implémenté ici un peu et là un peu. C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui mainstream. Hein. Donc, dans votre contexte, il y a beaucoup des acteurs qui font déjà des transferts monétaires, qui ont déjà fait des analyses de faisabilité. Donc là, c'est vraiment extrêmement important que vous consultez les autres acteurs, notamment la groupe de travail sur le cash working group, si c'est disponible dans notre contexte, mais aussi les autres secteurs et les organisations avec une bonne capacité dans les transferts monétaires pour obtenir les informations qui vous permettent de faire ces décisions sur votre programme, etc. Et si vous voyez qu'il y a encore des manques, vous pouvez
être plus focalisé en termes de collecter les informations. Mais il y a certainement dans chaque contexte humanitaire, il y a beaucoup d'informations qui sont déjà disponibles. Donc, vous n'êtes pas expected de faire toutes ces analyses vous-même. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et puis, sélection des options et des modalités de réponse. Donc, André, you mute. Hello, André, you're in mute. Andre, can you hear me? There is no sound. hello? Okay, you're back online. Oh, sorry. I think I made a few minutes. Where did you lose me? From the beginning of the slide. Of the previous slide? No, this one. Are you sure? Because I just opened this one. Sorry. Previous. Okay. Let me go back. Désolé, je crois que j'ai fait quelque chose pour... I muted myself. Alors, je vais reculer. OK. Vraiment désolé. Donc, sélection des modalités et des options de modalités de réponse. Donc là, j'ai vraiment insisté que les transferts monétaires ne changent pas la façon dont les praticiens de la nutrition définissent leurs objectifs et sélectionnent leurs options de réponse. Ouais. Donc ça, c'est pas vraiment changé par les transferts monétaires, mais les transferts monétaires offrent des modalités additionnelles pour réaliser des objectifs identifiés. Donc, par exemple, par complémenter une réponse ou par remplacer peut-être quelque chose qui est donné normalement en nature. Ouais. Et très important, donc, dans les contextes où les obstacles économiques aux déterminants sous-jacents sont importants, donc si votre analyse vous dit que c'est quelque chose qui est important, les modalités et approches des transferts monétaires faisables doivent être considérées dans l'analyse des options de réponse. Ça, c'est important. Donc, c'est important de les considérer. Et puis, cette analyse va vous dire si c'est vraiment la bonne option ou non. Peut-être pas nécessairement. Ouais. Étape 4,
qui est lié à la conception des transferts monétaires. Donc là, on a plusieurs considérations. Par exemple, le ciblage. Je vais commencer avec ça. Et similairement, comme j'ai juste viens d'expliquer, donc aussi ici, les critères d'éligibilité sont largement déterminés par les objectifs du programme et le type de réponse, plutôt que la modalité d'assistance. Donc, si vous faites un programme de prévention, vous allez baser votre ciblage sur les groupes de risque, par exemple. Si vous faites une réponse de traitement, c'est plutôt lié aux enfants avec la malnutrition. Ouais. Maintenant, avec les transferts monétaires, évidemment, c'est possible d'ajouter, si on inclut les transferts monétaires dans une réponse nutritionnelle, c'est possible d'ajouter les critères socio-économiques peuvent être pris en compte en plus d'autres critères. Donc ça, c'est une possibilité, mais il n'y a pas beaucoup d'expérience avec ça. Ouais. Parce que normalement, dans la prévention, comme vous savez, l'assistance est souvent donnée blanket, donc à tout le monde qui fait partie d'une certaine groupe de risque. Ouais. Et là, vous pouvez, avec des transferts monétaires, certainement au niveau de ménage, donc si vous donnez des transferts monétaires à des ménages, vous pouvez peut-être ajouter des critères socio-économiques. Au niveau de la conditionnalité, donc il y a des différentes options que j'ai déjà mentionnées, les conditionnalités plutôt dures ou plutôt douces. Ouais. Par exemple, si on revient aux exemples de la participation dans les sessions de changement social et de comportement, là, une conditionnalité dure, ça veut dire que si les personnes ne participent pas dans ces sessions, ils ne sont pas assistés, ils sont exclus du programme. Une conditionnalité plus douce, c'est de dire, c'est de faire le suivi avec ces personnes, mais pas de les exclure de l'assistance. Donc, il y a des différentes approches qui ont leurs avantages et désavantages. Certainement, dans les situations humanitaires et d'urgence, on dit que les conditionnalités dures sont plus compliquées à mise en place. Donc là, peut-être les conditionnalités tous sont un peu plus à l'écart. Mais si vous envisagez la conditionnalité lorsque pour améliorer la participation à une intervention en matière de CSS ou utilisation de services de santé préventifs, il faut vraiment un peu comparer les coûts avec les bénéfices qui sont attendus. Ouais. Donc, l'avantage par rapport aux coûts et ressources supplémentaires qui sont nécessaires pour remise en place d'une conditionnalité. OK. Troisième facteur, c'est timing, durée et fréquence. Ouais. Là, c'est un peu difficile de vraiment donner des orientations très claires parce que, évidemment, ça dépend sur le contexte, sur sur la nature de la crise, etc., etc. Mais c'est très clair et il y a aussi des évidences pour le fait qu'une durée plus longue et un montant de transfert cumulé plus élevé a un meilleur impact sur la nutrition. Donc, si vous planifiez un one-off, une distribution d'argent, vous ne pouvez pas atteindre vraiment des résultats au niveau de la nutrition, ça c'est clair. Ce qu'on observe dans plusieurs réponses, certainement dans les crises un peu plus protractive, donc chronique, c'est l'utilisation des transferts monétaires, même dans les contextes humanitaires, comme un filet de sécurité sociale qui est basé sur les 1000 premiers jours de l'enfant, donc la période où la femme est enceinte depuis les 2 premiers ans du vie de l'enfant. Et là, on a fait des très bonnes expériences avec les transferts monétaires complémentaires avec des autres interventions, évidemment. Comme un rule of thumb, donc quelque chose,
je ne sais pas comment dire en français. Mais si vous considérez des transferts monétaires, ne planifiez pas moins de 3 mois d'intervention. Parce que si c'est moins, il n'y a pas de chance que vous avez vraiment un impact sur la nutrition. Très bien. Voilà. Et quatrième élément de conception, c'est évidemment c'est le panier de dépenses et le montant. Donc, combien à donner? Et le montant, c'est de transfert le montant de transfert doit refléter ce que les bénéficiaires sont censés de pouvoir acheter sur le marché local. Dépend évidemment sur l'objectif du compensant CVA. Donc, si vous, par exemple, voulez qu'un individu ou un ménage a accès à un régime alimentaire sain et nutritif, vous devrez donner suffisamment d'argent pour que le ménage ou l'individu puisse acheter les aliments sur le marché, hein, etc. Donc, il y a deux paniers qui sont assez utilisés beaucoup dans l'humanitaire. C'est le MFP qui est le Minimum Food Basket, donc le panier minimum alimentaire, et puis aussi le MEB qui est le panier de dépenses minimales. Ouais. Et le premier, normalement, essaie de donner accès à un régime alimentaire nutritif au niveau des ménages et de l'individu. Le deuxième essaie de donner un accès à un régime alimentaire nutritif et à des autres biens et services pertinents pour la nutrition. En réalité, on observe que la composition du panier du MFP, mais aussi du MEP, du compensant alimentaire du MEP, reflète un régime alimentaire qui est basé sur l'énergie. Donc, les 2100 calories par personne par jour, c'est normalement utilisé comme point d'entrée. Et spécifiquement, les besoins en micronutriments ne sont pas bien inclus dans ces outils. Donc, c'est extrêmement important que si vous utilisez ces outils de calculation pour le montant, vous faites votre calculation sur une alimentation nutritive. Ouais. Le montant de transfert après est normalement calculé par soustraire la contribution du ménage du coût du panier de dépenses. Vous avez tous les différents produits dans le panier de dépenses, produits et services, puis vous voyez combien ça coûte sur le marché, et puis vous voyez combien le ménage peut contribuer à cet panier par leur revenu, par leur production alimentaire, etc. Donc, la recommandation ici, c'est vraiment que les praticiens de la nutrition travaillent avec les outils qui existent. Et le MEB et le MFP, c'est pratiquement disponible dans presque tous les contextes, je dirais, humanitaires. Donc, il y avait des exercices pour établir le MEB ou le MFP dans les différents contextes. Donc, c'est important d'utiliser ce qui existe et après ajuster en fonction des objectifs du programme. Hein. Et si nécessaire, aussi de faire du plaidoyer en faveur d'ajustements reflétant une perspective nutritionnelle plus forte. Donc, si vous voyez que ces outils ne reflètent pas une perspective nutritionnelle, là, certainement au niveau des coordinateurs, c'est bien de faire le plaidoyer pour voir comment ça peut être ajusté. Très bien, je dois speed up a little bit. Mise en œuvre, OK. Donc là, ça c'est vraiment la même chose pour toutes les transferts monétaires et je ne vais pas entrer en détail ici. Une chose qui est vraiment spécifique aux transferts monétaires, c'est les partenariats.
Donc là, vous devez travailler avec les services et fournisseurs de versement, de transfert d'espèces et aussi avec les commerçants pour le remboursement des coupons. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique. Mais là, c'est normalement dans les organisations opérationnelles, c'est les logisticiens et les gens du procurement qui s'occupent de ça. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique au transfert monétaire. Le reste, c'est assez standard pour toutes les mises en œuvre des projets humanitaires. Et puis le suivi. Très brièvement, aussi ici, le suivi des résultats nutritionnels, certainement au niveau de résultats, donc des outcome level, dépend largement de l'objectif du programme et pas lié à la modalité d'assistance. Donc, changement au niveau du statut de la nutrition, ce n'est pas lié à la modalité. Mais quelque chose qui est important de prendre en compte, certainement dans les projets qui peut-être viennent d'une perspective de sécurité alimentaire, c'est vraiment d'utiliser des indicateurs au niveau des individus et pas seulement des indicateurs au niveau du ménage. Parce que souvent, ce qu'on voit, que les organisations, ils mesurent la diversité, alimentation, etc., mais seulement au niveau du ménage, mais pas au niveau des femmes et au niveau des enfants. Là, il y a plusieurs indicateurs qui pourraient être intéressants et devraient être inclus si les programmes vraiment veulent mesurer leur impact sur la nutrition. Et puis, évidemment, il faut aussi collecter les informations, les dépenses, parce que ça peut vraiment vous montrer quels peut-être sont les pathways, donc les trajets, comment les transferts monétaires peuvent avoir un impact sur la nutrition. Et aussi pour voir si l'argent qui est dépensé, est-ce que c'est dépensé pour les biens et les services pertinents pour les résultats nutritionnels ou non. Donc ça peut aussi vous informer de votre activité complémentaire au niveau de changement social et de comportement au niveau d'éducation. Et puis suivi de prix de marché et surveillance des risques, évidemment. Et puis, donc, préparation, je ne vais pas couvrir. Coordination, donc la coordination des transferts monétaires, comme probablement vous savez, c'est normalement fait dans les groupes de travail des transferts monétaires dans votre contexte. Donc, il y a des groupes de travail dans presque tous les contextes humanitaires. C'est là aussi où la compétence est basée sur les transferts monétaires. Mais certainement, donc là, déjà, une coordination très, très étroite avec le Cash Working Group et aussi les autres secteurs concernés est vraiment nécessaire. Mais aussi, si vous utilisez un composant de transfert monétaire dans le cadre d'une réponse nutritionnelle, donc la coordination de cette composant, c'est dans le cluster, dans le secteur de nutrition. Et ça couvre toutes les étapes de la planification mise en place de ces composants de transfert monétaire. Gestion d'information, aussi si le composant avec de transfert monétaire est dans une réponse nutritionnelle, les informations doivent être signalées au cluster de nutrition. Et analyse de risque, on a déjà couvert un peu. Très bien. OK. OK. Moi, je vais juste voir un peu les questions qui étaient soumises en addition. Et j'ai vu qu'il y a aussi des hand raised. OK. Donc, j'ai une question ici par Perrine. Est-ce qu'il y a des évidences sur le type d'intervention complémentaire qui marche le mieux, des éléments clés statistiquement couplés avec les transferts? Donc là, je crois certainement les
les activités de changement social et de comportement sont vraiment clés. Ça, c'est clair. Et après, je crois que ça dépend vraiment sur l'analyse. Hein. Donc, il faut vraiment utiliser, complémenter les transferts monétaires avec des interventions qui sont bien basées sur l'analyse du problème de malnutrition dans le contexte. Mais certainement, le CSS, c'est vraiment important. Bonjour, est-ce que l'analyse de marché est conditionnelle à la faisabilité? Donc là, le terme conditionnel est pas très bien utilisé. Donc, est-ce que l'analyse de marché est vraiment nécessaire pour établir la faisabilité des transferts monétaires? Oui, absolument. Si vous n'analysez pas le marché, vous n'avez aucune idée si les gens peuvent acheter ce qu'ils ont besoin pour améliorer leur nutrition. Donc, c'est absolument nécessaire. Et là, il faudra aussi donc, il faudra, certainement au niveau de l'alimentation, il faudra vraiment voir si les produits sains, donc les aliments sains et nutritifs sont disponibles. Ici, avec de l'argent, on peut accéder à un régime sain sur le marché. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. Bien, un service de wash. Donc, là, je ne suis pas une personne de wash, mais évidemment, je crois les produits de hygiène sont importants. Donc, pardon, je dois lire la question. Donc, la question, c'est pouvez-vous nous détailler les biens et services wash? Donc, certainement, les produits de hygiène pour les femmes, mais aussi pour les enfants, sont importants. L'eau potable est importante dans quelques contextes où peut-être l'eau doit être acheter. Les produits pour le traitement de l'eau pourraient être importants. Dans quelques contextes, il faut payer des utilities, les utilités pour avoir l'eau dans le ménage, etc. Donc, ça, c'est, je crois, que les biens les plus importants. Puis, j'ai une autre question, ONG. Vous souhaitez ok, je crois que la question est comment on peut renforcer les capacités sur les transferts monétaires. Donc, je crois une bonne point d'entrée, c'est consulter les formations en ligne sur le Cash Learning Partnership, le CALP, qui est une organisation qui fait un peu la coordination globale et la production des formations et des orientations techniques sur tout ce qui est lié au cash. Maintenant, il n'y a pas encore une formation spécifique au cash dans la nutrition disponible, mais si vous voulez apprendre plus en général sur les transferts monétaires, visitez le site web de CALP, Cash Learning, je crois que c'est Cash, je vais juste mettre dans le chat. Et là, visiter les formations qui sont disponibles en ligne. Et puis, j'ai une autre question ici. Témoignage sur l'approche transfert monétaire et la prise en charge masse avec Save the Children, avec l'appui de l'UNICEF dans le Kasaï oriental. Une étude complémentaire sur l'effet du cash devant deux groupes témoins et contrôle, et le groupe donner des effets positifs sur la durée des séjours d'abandon. Est-ce que la note provisoire nous sera partagée à la fin? Oui, donc la note d'information et orientation que je viens de vous présenter, elle va être partagée sur le site web du GNC, du Global Nutrition Council, la semaine prochaine en anglais. Et puis, on va finaliser ça en anglais et puis la traduire en français et en espagnol. Donc, ça va prendre, je dirais, peut-être 1 mois, peut-être 2, pour que la version française sera disponible à vous. Si vous pouvez déjà lire en anglais, vous pouvez la consulter la semaine prochaine. Ouais.
aussi, ce webinaire va être postulé avec le PowerPoint sur la site web du Global Nutrition Cluster. Puis, j'ai une dernière question ici. Il est souvent une certaine réticence à inclure l'aspect nutritionnel complet dans les MEP, car cela fait remonter fortement les montants total du MEP. Ici, ça le doublait. Peut-on proposer de cibler au minimum les personnes les plus vulnérables, FFA, enfants autres, des expériences conseils là-dessus? On pourra en parler aussi en bilatéral. Oui, avec plaisir. Donc là, oui, donc il n'y a pas beaucoup d'expérience dans cette direction, je dirais, mais certainement, c'est possible d'imaginer qu'on fait des top-up avec un coupon ou avec un transfert d'espèces on top ou sur le montant qui est payé normalement, basé sur la composition du ménage. Donc, par exemple, s'il y a un ménage avec une femme enceinte, on donne un certain montant additionnel pour couvrir les besoins spécifiques liés à l'alimentation et à la nutrition. Donc, ça, c'est surtout possible et encouragé, je dirais. Mais comme vous voyez, les expériences d'utiliser les transferts monétaires dans la nutrition, c'est quand même, il y a des exemples, mais c'est quand même limité. Donc, il y a beaucoup de flexibilité, de découvrir des approches, d'essayer des nouvelles pistes, etc. Et là, je vous encourage vraiment d'utiliser, de consulter premièrement le document et après vraiment d'essayer d'inclure des approches innovatives dans votre programme et après aussi vraiment investir dans le suivi et mesurer l'impact parce que il y a encore beaucoup à apprendre dans ce domaine. Cette présentation peut-elle être partagée déjà avec ceux qui ont participé à cette séance? Je ne sais pas comment le faire. Je vais la mettre sur la site web du GNC. Donc, ça va être là lundi dernièrement. Ouais. Donc, visitez le site web et voyez là-bas. Ouais. Très bien. Donc, maintenant, on est déjà à la fin de ce webinaire. J'espère vraiment que ça a vous donné un peu d'inspiration de considérer et utiliser les transferts monétaires. Ce qu'on n'a pas vraiment couvert maintenant, c'est les recommandations au niveau des coordinateurs. Donc, je vais, malheureusement, j'ai un avion à attraper dans quelques heures, donc je dois vraiment quitter. Mais comme j'ai dit, je vais poster la présentation sur le GNC. Là, vous pouvez aussi voir les recommandations les plus importantes pour les coordinateurs, mais aussi pour les praticiens dans la nutrition. Et je vous encourage vraiment de voir les recommandations et aussi consulter la note d'orientation et d'information quand elle sort en anglais et en français dans les prochaines semaines. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et oui, bonne chance avec considérer les transferts monétaires et à la prochaine. Et si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez toujours me consulter directement sur mon email qui était montré au début, mais je vais juste le mettre dans le chat box aussi. OK, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.